Nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir le directeur général de l'Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l'épargne et du crédit au Sénégal, UM-PAMECAS. Monsieur Sambadia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nia. Et merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, l'UM-PAMECAS célèbre ses 30 ans d'existence. Vous vous présentez comme une institution pionnière dans la finance inclusive et solidaire. Qu'est-ce que cela veut dire que vous êtes la première institution de microfinance du Sénégal? Merci beaucoup, M. Nia. Permettez-moi de vous présenter d'abord l'UM-PAMECAS, l'Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l'épargne et le crédit au Sénégal, qui est une institution de microfinance à 2 niveaux, avec des caisses de base et une faîtière, qui est l'Union, qui est aussi le fruit de la coopération bilatérale entre l'État du Sénégal et le Canada, qui a été mis en place en 1995 sur la base de 2 millions de dollars canadiens, sur la base de 2 millions de dollars canadiens, soit l'équivalent de 2 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, après 30 ans d'existence, ce milliard de francs CFA là a été transformé avec un total bilan de plus de 160 milliards de francs CFA, des dépôts mobilisés à hauteur de 80 milliards et un encours de crédit de 118 milliards. Donc en termes de part de marché au niveau national, donc aujourd'hui nous sommes dans le top 3, donc parmi les 3 premières institutions de microfinance après 30 ans d'existence. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire en ce moment-là, après 30 ans d'existence, de célébrer cette réussite avec nos membres coopérateurs, parce que c'est une approche coopérative. PAMECAS appartient à ses propriétaires, à ses membres qui sont propriétaires et usagers. Alors, nous reviendrons bien naturellement sur les performances, sur le positionnement ou la position concurrentielle, si tant est qu'on puisse parler de concurrence et de marché dans votre secteur de l'UM-PAMECAS. Mais avant cela, ces 30 ans d'existence, quels sont les principaux jalons? Alors, vous nous dites 1995, pardon, c'est le lancement officiel du programme PAMECAS. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne savaient pas que PAMECAS, c'était le partenariat pour la mobilisation de l'épargne et du crédit au Sénégal. Bon, c'est un acronyme, mais c'est tellement entré dans le vocabulaire que PAMECAS, c'est PAMECAS. On ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire. Mais quels sont les jalons, quelles sont les dates clés de cette histoire de 30 ans? Donc les dates clés de cette histoire de 30 ans, ça me permet de donner déjà une petite anecdote. PAMECAS, effectivement, c'est connu comme aujourd'hui partenariat pour la mobilisation de l'épargne et le crédit au Sénégal. Mais au début, à sa naissance en 1995, ça signifiait Programme d'appui aux mutuelles d'épargne et de crédit au Sénégal. C'était la phase projet. Donc quand on regarde l'historique de ce réseau, en 1995, la première phase 95-99, c'est ce qu'on a appelé la phase émergence, où il fallait mettre en place une vingtaine de caisses d'épargne et de crédit dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Donc c'était une approche, c'était pour la première fois qu'on mettait en place des caisses en milieu semi-urbain, parce que tout à fait au début, c'était beaucoup plus des caisses en milieu rural quand on parlait de coopérative. Mais c'était une première approche innovante. Donc pour la petite anecdote, donc on a voulu garder l'acronyme PAMECAS, c'est pourquoi on est passé de programme d'appui à Union des mutuelles de partenariat pour la mobilisation. D'accord. Ça, c'est en 1999, donc la deuxième phase du projet, 1999-2004, ce qu'on a appelé la phase de consolidation. On avait créé une vingtaine de caisses d'épargne et de crédit, mais c'était en phase projet. Le projet devrait terminer, les Canadiens devraient rentrer, les Sénégalais devraient prendre le relais. C'est pourquoi, à cette période-là, on est allé en assemblée générale constitutive en septembre 1998 pour créer l'Union des mutuelles de partenariat pour la mobilisation de l'épargne et de crédit. D'accord. 1999-2004, phase de consolidation. Donc après 10 ans, en 2005, nous avons un réseau solide, capitalisé, pris en charge intégralement par les caisses de base qui ont pris le relais de la autonome financièrement, avec un niveau de capitalisation répondant aux exigences légales. Et maintenant, à partir de 2005, comme on a eu 10 ans, donc c'est un peu l'âge de la maturité, donc 2005-2010, 5 ans, dans ces 5 ans-là aussi, on a eu la phase de maturité. Et c'est en ce moment-là qu'on a décidé de sortir de Dakar pour faire l'extension du réseau à l'intérieur du Sénégal. D'accord. Donc, et en commençant de façon prudente, en allant déjà ouvrir nos premiers guichets au niveau de la région de Thiès et après progressivement s'élargir vers le nord. Et c'est un peu plus tard, dans la phase 2010-2015,
où aussi ça a été pour nous une période aussi où on a connu un peu de troubles, comme dans la vie de toute institution. Mais fort heureusement, nous avons pu passer cette période de turbulence et nous avons continué notre extension en milieu à l'intérieur du Sénégal, qui fait qu'à partir de 2015, nous avons réinventé notre approche commerciale et ça a permis en 2020 de lancer ce qu'on appelle CAP 2024-2020 pour revoir notre réingénierie commerciale et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est présent sur tout le territoire national avec plus de 108 points de vente, plus d'1,1 million de clients, des encours de crédit de 118 milliards et de l'épargne mobilisée à hauteur de 80 milliards de francs. On reparlera tout à l'heure de votre modèle. Il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne parce que apparemment vous n'avez pas des clients, vous aviez des sociétaires. Exactement. En quelque sorte. Mais un point d'histoire avant d'arriver sur ce point-là, c'est la coopération canadienne qui vient avec le Sénégal lancer ce programme. Est-ce à dire que c'est une institution publique? Non, pas une institution publique. C'est aujourd'hui, c'est les impôts des Canadiens qui ont, par exemple, c'est avec l'Agence canadienne pour le développement international. Donc, c'est la coopération bilatérale. Et comme agence d'exécution, il y avait DID, Développement international des jardins, qui a une expertise très développée en matière de microfinance. Voilà. Donc, c'est de là où est née l'idée. Donc, c'est une subvention comme l'appui, la coopération bilatérale, mais PAMECAS appartient à ses membres qui sont propriétaires usagers. Ce qui nous amène au modèle. Voilà, comment ça exactement. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on est une coopérative. Donc, pour être membre de PAMECAS, pour être sociétaire de PAMECAS, il faut être coopérateur, il faut libérer une part sociale. Donc, c'est cette part sociale qui vous donne droit, qui vous fait de vous un actionnaire, comme une société commerciale, une SA. Aujourd'hui, toute personne qui libère sa part sociale devient actionnaire, il devient propriétaire et usager. Donc, c'est le cumul de, par exemple, aujourd'hui, la part sociale, elle est de 6 000 francs. Donc, c'est les 6 000 francs multipliés par 1 million actuellement de membres qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça le capital social de l'institution. Et comme on le dit en coopérative, avec les principes coopératifs, l'adhésion est libre et volontaire. Aujourd'hui, tu peux souscrire à une part sociale. Et si le fonctionnement ne t'intéresse plus, tu peux démissionner et tu as cette volonté. C'est pourquoi on est une société à capital variable. Alors, un point à clarifier pour moi, en tout cas, et certainement pour nos téléspectateurs, c'est chaque sociétaire a droit à une part sociale seulement ou on peut en prendre autant qu'on veut? Chaque sociétaire a droit à une part sociale, mais on peut aller au-delà pour avoir ce qu'on appelle des parts de qualification. Mais ça ne vous donne pas de droits supplémentaires. D'accord. Ça ne vous donne pas de droits supplémentaires. Ce sont des parts, mais voilà, il n'y a pas de droits supplémentaires attachés. Exactement. C'est pourquoi même dans l'organisation, on part des membres. Les membres se réunissent pour aller en assemblée générale. Et à partir de l'assemblée générale, on désigne des administrateurs pour être au niveau du conseil d'administration. Souvent, ça peut varier entre 7 à 9 dirigeants qui sont pris parmi les membres. Et après, il y a d'autres organes, dont le comité de crédit qui donne les crédits, parce que c'est notre affaire, c'est nous les coopérateurs, et le conseil de surveillance qui s'occupe du contrôle, qui est le policier, qui est l'œil des membres. Et chaque année, après le fonctionnement, donc on est obligé d'aller en assemblée générale pour approuver les comptes. Et les comptes sont chaque année certifiés par des cabinets d'expertise comptable. Mais comme on dit, ça c'est l'organisation, l'assemblée générale, le conseil d'administration, les organes de contrôle. Mais là, ce ne sont pas des techniciens et ils exercent des fonctions bénévoles. D'accord. Parce que c'est le bénévolat aussi. Donc ils ne sont pas payés pour ça. Ils ne sont pas payés. Et c'est pourquoi ces administrateurs, le président, le conseil d'administration nomme un directeur général, lequel directeur général est un technicien, est un professionnel et qui a aussi un salaire et lui recrute ses collaborateurs pour gérer l'institution. Pourquoi aujourd'hui, PAMECAS, nous avons 700 collaborateurs qui nous appuient dans nos tâches quotidiennes sur les 108 points dans lesquels nous nous trouvons. Eux, ils sont payés. Ils sont payés. Et les autres, comment ils sont rémunérés? Ils sont rémunérés. C'est les remboursements. Non, les administrateurs, le conseil d'administration, c'est les remboursements réels de frais. Quand vous venez en réunion de conseil d'administration, si vous engagez des dépenses, on vous rembourse. Donc c'est pourquoi c'est des gens vraiment à remercier, à honorer parce qu'ils s'investissent pour le développement de leur comité. C'est presque du bénévolat. Il n'y a pas de jeton de présence. C'est du bénévolat. Il n'y a pas de jeton de présence. Il n'y a pas de jeton de présence. Et maintenant, la loi a évolué. Parce que certainement, vous êtes au courant, il y a la loi 2025-04 qui a été adoptée le 19 février 2025, mais maintenant qui travaille sur la transformation des institutions de microfinance en sociétés coopératives, en SCOUP. Et maintenant, la fonction d'administrateur va évoluer et là, il y aura des indemnités qui vont être décidées par l'Assemblée générale dépendant de leur présence au niveau des différentes rencontres. Alors, je reviens à ma question. Comment les sociétaires sont-ils rémunérés? Les sociétaires, c'est des déposants. C'est comme une banque. Les sociétaires, la façon dont sont rémunérés aujourd'hui,
quand l'entreprise travaille, donc nos services, c'est d'abord la collecte de l'épargne et l'octroi de crédit. Nous mobilisons les dépôts des clients, donc c'est la solidarité. Aujourd'hui, je vous ai parlé de 80 milliards de dépôts mobilisés pour 118 milliards de crédits octroyés. Donc c'est la solidarité qui sévit. Donc on collecte les dépôts des clients, mais nous sommes conscients que on fait de l'intermédiation financière. Tous les clients ne viendront jamais en même temps venir retirer leur épargne. C'est pourquoi ce sont ces dépôts que nous transformons, que nous recyclons en partie avec des niveaux de risque appréciés sous forme de crédit que l'on suit pour que ça se rembourse. Donc les crédits qui se remboursent là, c'est ça qui nous permettra de supporter notre exploitation. Et à la fin de l'année, si on parvient à dégager une marge, je ne veux pas dire même de bénéfice, une marge, c'est-à-dire que nos revenus excèdent un peu nos charges, c'est cette marge-là qui va nous permettre de travailler au niveau du conseil d'administration, qu'on procède à l'affectation de cette marge-là, déjà en respectant les normes de capitalisation, parce qu'il faut que l'on capitalise pour maintenir la pérennité de l'institution, pour prévoir les coûts durs. Et une fois que cela est fait, maintenant, on ne donne pas de dividendes, mais on donne des ristournes. C'est la façon dont les clients sont rémunérés, ce sont des ristournes. Mais l'approche aussi peut être des ristournes collectives, où nous intervenons au plan de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est pourquoi déjà en 2005, lorsque nous célébrions nos 10 ans, nous avons mis en place ce qu'on appelle une fondation PAMECAS, qui est pour nous notre façon d'intervenir au plan social dans le développement local de nos membres. C'est la meilleure façon pour nous de rémunérer nos clients. Il ne peut pas dire on en fait des excédents, on donne à chacun 100 pour chaque part sociale. Donc c'est vraiment des actions communes que nous faisons. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de l'idéal coopératif. Avant de revenir sur l'anniversaire, puisqu'il y a des choses à dire là-dessus aussi, en termes de programmes, d'activités, de festivités aussi, une dernière question technique liée au fait que, est-ce qu'il faut être un sociétaire pour pouvoir bénéficier des services de PAMECAS, notamment d'un crédit de PAMECAS? Effectivement, donc c'est une société qui appartient à ses propriétaires et usagers. Pour bénéficier des services d'épargne, c'est-à-dire déposer votre argent ou bien bénéficier des crédits, il faut être sociétaire. Il faut être un coopérateur, il faut être membre. Mais maintenant, aujourd'hui, les choses ont évolué de telle sorte qu'au-delà des services classiques de dépôt et d'octroi de crédit, nous offrons d'autres services tels que les transferts d'argent, la banque assurance, et ça ouvre les vannes. Et ça permet à d'autres personnes qui ne sont pas sociétaires de venir vraiment bénéficier de ces services que nous offrons. Et ça vous soumet un peu plus à la régulation de la BCEAO aussi pour vos activités. Vous êtes bien régulé, c'est une activité très encadrée. Extrêmement encadrée. Et d'ailleurs, l'adoption de cette nouvelle loi-là vient encore davantage corser et renforcer la surveillance et la supervision. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est-à-dire on tend vers une meilleure professionnalisation du secteur de la microfinance et que la Banque centrale en est consciente. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette nouvelle loi-là, qui est une loi sous-régionale aussi, donc qui est dans la zone IMOA, donc qui a été adoptée, et ça renforce encore davantage la crédibilité du secteur et la Banque centrale et la commission bancaire qui effectue régulièrement des missions de supervision, de contrôle et peut apporter aussi des sanctions quand on ne respecte pas les ratios prudentiels, parce qu'il y a des ratios prudentiels, des indicateurs financiers à respecter, capitalisation effectivement, et la Banque centrale insiste beaucoup même sur la capitalisation, parce que sans une bonne capitalisation, on ne peut pas avoir des institutions pérennes, des institutions durables. C'est pourquoi sur les 10 ratios de la Banque centrale, même 7 sont adossés à la norme de capitalisation. Alors, peut-être une autre question, mais celle qui fâche, c'est la question des taux. On vous reproche, pas à vous particulièrement, pas PAMECAS, mais à la microfinance en général, d'avoir des taux trop élevés comparés aux taux des banques, même s'il y a un plafond qui est fixé, le taux d'usure, mais quand même des taux à 2 chiffres. Et beaucoup pensent que c'est trop élevé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc c'est une question à laquelle nous allons répondre en étant à l'aise. Comme je dis, la coopérative appartient à ses membres qui sont propriétaires et usagers. Donc aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale qui décide de tous ces éléments. Et que cela aussi, on est dans un secteur qui est réglementé.
la banque centrale, il y a les banques commerciales, il y a les institutions de microfinance. Et le taux d'usure, elle est de 18% pour les banques commerciales légales. Aucune banque ne doit donner un crédit au-delà de 18%. Les institutions de microfinance, le taux est réglementé à 24%. Ça, ce n'est pas nous qui le définissons. C'est la banque centrale qui réglemente le jeu. Donc aujourd'hui, toute institution qui va au-delà de 24% qui est dans l'usure. Et pour le moment, nous sommes encore très loin de l'usure. Et pour montrer cette différence-là, on ne peut pas nous comparer aux banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, ces banques commerciales ont la possibilité de se faire refinancer auprès de la banque centrale. Nous, on n'a pas cette opportunité d'aller avoir des financements au niveau de la banque centrale. On se fait financer par les banques commerciales. Si nos dépôts sont insuffisants, on se fait financer par les banques commerciales qui nous appliquent un taux et sur lequel nous aussi nous allons mettre en place une marge pour pouvoir donner ce crédit-là. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas nous comparer aux banques commerciales. Mais quand on aura l'opportunité d'avoir les ressources à des coûts moindres, on sera encore plus compétitif que les banques. Mais aussi, nous prenons plus de risques. Alors que le taux d'intérêt, comme on a l'habitude de le dire, ça couvre nos charges financières, les risques sur le crédit, parce qu'on n'a pas toujours 100% de remboursement, mais aussi les charges d'exploitation. Encore qu'en microfinance, on ne vit pas dans le luxe. Nous avons des salaires raisonnables parce que c'est vraiment l'argent des coopérateurs. Donc vous comprenez, le taux d'intérêt, c'est ça son utilité et c'est ça couvre ça. Et toujours, ça me permet de rappeler souvent ce que nous disait notre feu directeur général, le premier directeur général du PAMECAS, feu Mamadou Touré, vraiment un pionnier du secteur de la microfinance. On reparlera de lui là, qui nous disait, la vente de détail est toujours plus cher que la vente de gros. Comme la vente de détail, ça c'est une théorie que nous aimons appeler et que toujours le moyen nanti paie plus cher les services que le plus riche. Parce que moi, à la fin du mois, peut-être je vais entrer dans une boutique, je vais payer un sac de riz. Mais par contre, la personne qui n'a pas les moyens tous les mois de venir, qui n'a pas les moyens d'acheter en gros un sac de riz, il va passer tous les matins à la boutique, payer 1 kilo, 2 kilos, ce n'est pas le même prix. Au finish, à la fin du mois, quand il fait les 2 kilos... Même si votre secteur bénéficie quand même de certains avantages, des exonérations, notamment en termes de taxes sur les activités financières, dans certains secteurs. Donc effectivement, ça c'est pour accompagner vraiment le secteur. C'est ça qui nous permet de faire des concessions sur les taux d'intérêt. Et c'est encore un élément qui nous pousse à chaque fois qu'il y a des partenariats ou au niveau de l'État, il y a des partenariats où l'État accepte de nous donner des ressources à des taux plus faibles ou bien s'engage à supporter une partie du coût du risque. Nous, on fait des concessions donc pour donner des crédits moins dérisqués. C'est la raison pour laquelle dans nos stratégies, nous travaillons à avoir des conventions, des partenariats avec les fonds de garantie de l'État. Donc du coup, ça nous permet de prendre de meilleures dispositions pour mieux accompagner les jeunes, les femmes et les populations. Et offrir de meilleurs taux. Revenons maintenant sur justement ce 30e anniversaire et sur l'image tutélaire de Mamadou Touré. Alors, c'est deux questions différentes. Sur le programme de l'anniversaire, qu'est-ce qui est prévu? Il y a bien naturellement cet hommage à Mamadou Touré. Pourquoi ce choix de faire cet hommage et quelles sont les autres activités qui sont prévues? Merci beaucoup. Donc, cet hommage à Mamadou Touré, c'est tout à fait normal et naturel. Et comme je le dis, c'est le premier employé de l'IM PAMECAS en dehors des Canadiens. Il a été là tout à fait au début. C'est l'un des pionniers, des artisans de cette construction que nous avons aujourd'hui. Donc, il était important pour nous de montrer à toute cette génération qui est venue après comment ce réseau est venu. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui était un pignon, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ce réseau reste encore résilient. Nous, on a eu la chance de travailler avec lui. Moi, j'étais là encore très jeune comme son directeur adjoint, son directeur général adjoint pendant une dizaine d'années. Donc, là, ça a permis, nous, c'est extrêmement important pour nous de montrer à ces nouvelles générations-là qui viennent que ce réseau-là, si on en est arrivé aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont fait énormément de sacrifices pour qu'on arrive à cette situation. Mamadou Touré, au-delà du PAMECAS, c'était vraiment un pionnier du secteur de la microfinance de façon générale, au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional. Et en dehors de la microfinance de façon classique, il a eu à piloter vraiment, à lancer l'idée de la microfinance, de la finance islamique. Et aujourd'hui, on est très fiers de voir comment la finance islamique est en train vraiment de rayonner au niveau national avec des sociétés anonymes de microfinance. Et PAMECAS aussi qui vient d'avoir
aujourd'hui sa fenêtre de microfinance islamique. Au-delà de la finance classique, nous offrons des services de microfinance islamique. Donc, et je souligne que vous êtes vous-même certifié en finance islamique. Voilà, on a l'autorisation pour le faire. Donc c'est vraiment à cause de ça qu'on dit déjà le 26, mercredi 26, il y a 3 événements majeurs. Mercredi 26, c'est la célébration de l'anniversaire de Feu Mamadou Touré, décédé le 26 novembre 2019. Donc ça fait déjà 6 ans, ça coïncide. Donc le 26 novembre, ce sera une journée de prière à la mosquée de la Divinité ici à Ouakam, où il a résidé pendant très longtemps, où les premiers bureaux du PAMECAS se trouvaient là-bas. Et après ça, nous avons dit, au-delà de cette manifestation où c'est vraiment une journée de prière et de recueillement pour lui rendre hommage. Donc le 29, il y aura un concert populaire qu'on va organiser au Grand Théâtre avec l'artiste Pape Diouf, donc pour fêter et pour fêter ensemble avec nos coopérateurs, nos 1 million de membres. Et après, nous aurons le 3e événement qui va se faire le 3 décembre au Grand Théâtre, où nous aurons une conférence, ce sera la cérémonie officielle. Nous aurons une conférence dont le thème c'est 30 ans d'inclusion financière au service des communautés. Quelle perspective? Ça nous permettra de faire le bilan de nos 30 ans, mais après aussi de donner les perspectives pour les prochaines années. Et dans cette cérémonie officielle, il y aura 2 panels. Un premier panel sur les services financiers et non financiers adaptés pour renforcer l'inclusion financière, qui sera fait par de grands sommités au niveau national et sous-régional. Et le deuxième thème, comme je l'ai dit, c'est défis et enjeux de la nouvelle réglementation sur la transformation des systèmes financiers décentralisés en sociétés coopératives. Il n'y a pas que cette transformation, il y a aussi d'autres phénomènes et ça nous permet de parler justement des perspectives pour PAMECAS et pour le secteur. Il y a la transformation digitale, il y a toutes les évolutions qui traversent en lame de fond tous les secteurs et qui vous concernent également. Comment voyez-vous PAMECAS dans 5 ans, dans 10 ans, ici au Sénégal? Et peut-être en Afrique, hein? Oui. Donc, nos ambitions sont énormes. Donc, déjà, nous venons d'adopter notre plan stratégique 2025-2029 qui se décline avec un code d'accès 4-16-91, c'est-à-dire 4 axes stratégiques, 6 chantiers et 91 initiatives à résultats immédiats. Donc, ces 4 chantiers, d'abord, c'est rehausser notre marque employeur, réinventer notre approche commerciale, réussir notre transformation digitale, comme on l'a dit, parce qu'on est à l'ère de la digitation. Et le 4e axe, c'est vraiment renforcer notre sécurité globale. Quand on parle de cette sécurité, c'est la sécurité financière, c'est la sécurité physique de façon globale. Donc ce sont ces 4 axes sur lesquels nous voyons PAMECAS d'ici 2029, avec 91 initiatives que nous avons commencé à dérouler, et que nos ambitions dépassent déjà le Sénégal, parce que nous sommes, depuis 2008, membres de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, qui est un regroupement sous-régional dont le siège est à Ouaga, et PAMECAS est membre depuis 2008, qui regroupe 6 autres réseaux de la sous-région présents dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, le Burkina, le Bénin, le Togo, le Mali. Donc là, on est membre de cette confédération, et cette confédération a une vocation sous-régionale avec déjà 4 sociétés d'assurance vie et une banque dont le siège est à Dakar, un établissement financier dont la FINAO avec 4 CIF vie présents dans les autres pays. Et nous, en tout cas, PAMECAS, dans nos perspectives, nous sommes le seul pays encore parmi les 5 qui n'a pas encore sa société d'assurance. D'accord, d'accord. Alors, peut-être une question sur, j'allais dire, l'internationalisation. Je sais qu'il y a les limites de la réglementation et tout, et vous nous avez donné peut-être une idée des stratégies que vous avez mises en place pour peut-être étendre votre rayon au niveau sous-régional. Mais de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous, avec les autres institutions de microfinance, êtes en train de faire pour élargir vos horizons au-delà même de la sous-région? Exactement. La Banque centrale nous invite même à aller dans ce sens-là. Récemment, aujourd'hui, vous avez vu, il y a le projet interopérabilité des PI. Et ces PI, c'est des systèmes de services financiers numériques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être parmi les institutions de microfinance, en tout cas du Sénégal, qui sont sur la liste des premières institutions à être dans PI. Donc ça permet d'ouvrir encore davantage notre clientèle, et ça permet de renforcer encore davantage l'inclusion financière. Schématiquement, on peut faire des transferts d'argent gratuitement entre les institutions qui sont membres de cette Moi, je peux plateforme. faire des opérations avec toutes les autres institutions qui ne sont pas des concurrents, ce sont des collaborateurs, ce sont des partenaires. On est ensemble, et même je peux faire
des opérations avec une banque qui se trouve au Burkina ou bien au Mali à travers PI. Donc ça nous ouvre encore plus d'opportunités, ça ouvre notre part de marché dans le secteur et qu'il n'y aura plus de frontières. Et certaines cibles qui étaient là, qui aujourd'hui ne voulaient pas travailler avec nous, ça peut être les PME, les PMI, parce que peut-être on n'avait pas de chéquier, parce que la loi ne nous le permet pas, mais ces mécanismes de digitalisation sont des opportunités pour les systèmes financiers décents, pour les institutions de microfinance et pour élargir encore une fois leur part de marché. Alors, qui va participer à ce 30e anniversaire? Les sociétaires seulement ou c'est ouvert au grand public? Quelles sont les modalités de participation? C'est ouvert au grand public. Comme on le dit, c'est une très très grande fête où vraiment PAMECAS célèbre avec les institutions de microfinance, les partenaires, vous-même, tous les partenaires, toutes les institutions sont invités, nos clients, mais aussi au niveau sous-régional, tous les autres partenaires, DID, vraiment, on a lancé vraiment toutes les invitations pour que la fête soit encore une très très belle fête pour célébrer nos 30 ans. Tout le monde est invité, donc nous invitons tout le Sénégal. Voilà. Monsieur Sambadia, le directeur général de l'UM PAMECAS, nous aurons une pensée particulière pour Mamadou Touré qui nous a laissé l'une des meilleures journalistes de notre génération, Ndeye Aram Touré, qui présente Kenkeliba chez nos confrères de la RTS. Merci encore une fois et excellent anniversaire à l'UM PAMECAS. Voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur Nia, c'est nous qui vous remercions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.